Voilà, donc nous reprenons avec une session qui est plus dédiée aux politiques publiques et stratégies des acteurs. Il me semble que quelqu'un de la session précédente l'a remarquablement introduite en disant il y aura encore plus de questions à ce moment-là et plus de doutes peut-être, je ne sais pas, on va voir. Donc Bernard Cornu, qui est le directeur de l'EFAD et qui est assis au milieu, ça c'est pour les collègues, va organiser la session, et puis François Aurivel et Pierre-Jean Loiret interviendront ensuite. Et puis, on avait fait un appel à communication écrite dans le cadre de la préparation de ce symposium. Et donc là, nous avons un collègue, Manuel Schneevelet, de l'Université de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Nancy, pardon. C'est à l'Est. Non, c'est stupide ce que je dis là. Qui interviendra aussi à la fin, donc pour nous évoquer ses travaux. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais qui est écrit sur vos programmes, à chaque pause, vous pouvez aller dans une des salles qui se trouve sur le côté à droite du grand hall, voir des posters qui ont été préparés par les collègues de l'EFAD et qui évoquent les travaux en cours au CNED, des travaux qui concernent différents thèmes des 6 questions qui sont à l'ordre du jour. Donc voilà, la session politique publique et stratégie des acteurs. Merci. Merci Martine. Je veux d'abord dire que je suis vraiment très heureux que ce colloque ait lieu ici. Le CNED a vraiment besoin d'entrer dans ce monde, dans toute cette réflexion qu'on entendait ce matin et qui va se poursuivre sur l'enseignement à distance, bien sûr, mais sur la manière dont on peut tirer pleinement profit des réflexions qui se produisent, des recherches qui se font et les mettre en pratique véritablement. Et le métier du CNED, et notamment de l'EFAD et sans doute de la future direction de l'innovation, c'est justement de faire ce pont, ce lien entre ces travaux de recherche et de réflexion et puis la réalité concrète, la pratique. Et donc qu'on ait pu tenir aujourd'hui et demain ce colloque ici, bien que le CNED ne soit pas un lieu de recherche, c'est à mes yeux extrêmement important et extrêmement symbolique. Deuxième chose que je dis en préalable, il y a une différence entre cette table ronde et la précédente. Il y a 3 personnes sur la scène, mais tout à l'heure, il y avait 3 personnes pour intervenir avec chacune de leurs compétences. Ici, il y a 2 intervenants. Et puis, moi, je suis simplement là pour présider la session. Pourquoi 2 ? Parce que Françoise Thibault n'a pas pu se joindre à nous. Elle avait la tâche de discutante, comme on dit. Et donc, les discutants, ce sera nous tous. Donc, je ferai en sorte que les discutants, ce soit toute la salle. Et puis, ceux qui nous suivent à distance. Voilà. Alors, on entre dans la dimension politique et économique de l'enseignement à distance. 2 temps. Un exposé de François Aurivel d'abord, et puis ensuite la synthèse des articles qui ont été publiés à ce sujet. Simplement, au fond, il y a un enseignement à distance traditionnel et puis un nouvel enseignement à distance, celui qui est bouleversé par les technologies nouvelles, par les technologies de l'information et de la communication. L'enseignement à distance traditionnel existe depuis très longtemps. Le CNED, on le disait tout à l'heure, a 70 ans. C'est bien antérieur à tout cela, à ces changements de technologie numérique. Et au fond, ces changements importants dus aux technologies, mais dus aussi à toute l'intrusion de nouveaux rapports dans la société, de nouveaux modes de relation au savoir, dans cette société de l'information, cette société du savoir, eh bien, ça bouleverse l'enseignement à distance traditionnel, ça le bouleverse au plan économique, ça le bouleverse au plan politique, et c'est un peu ça le sujet que nous allons discuter maintenant. Et donc, je donne tout de suite la parole à François Aurivel en le remerciant d'être ici. Merci, M. Cornu. Bonjour à tous. La réflexion que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui part d'un ouvrage qui a été publié en 1996 par John Daniel. Ça s'appelait Mega Universities and Knowledge Media, Technology Strategy for Higher Education. Bien. Alors, dans cet ouvrage, Daniel défend une thèse très claire, très facile à comprendre. Il part de l'observation qu'il y avait à cette époque dans le monde 11 universités qu'il appelle des méga-universités de très grande taille. Méga, très grande taille. Elles regroupaient ensemble 2 800 000 étudiants
Et elles avaient donc en moyenne 250 000 étudiants chacune. Et il observait ensuite que dans ces méga-universités, les coûts par élève, les coûts par étudiant, sont moitié moindres que ceux que l'on observait à l'époque en moyenne dans les universités présentielles britanniques. Et il en concluait donc que les besoins croissants du monde en matière d'accès à l'enseignement supérieur, les contraintes budgétaires croissantes auxquelles devaient faire face de très nombreux pays, militaient pour un développement important de ce modèle de méga-université pour offrir l'accès à l'enseignement supérieur. Et bon, ce qui m'a frappé, c'est que depuis 1996, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles méga-universités créées dans le monde. Les politiques n'ont pas suivi les recommandations de M. Daniel. Et je pense à juste titre, parce que le raisonnement de M. Daniel repose en partie sur une erreur que je voudrais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, pourquoi dans les méga-universités les coûts sont moitié moindres? Eh bien, c'est parce qu'il y aurait, dans l'enseignement à distance tel qu'on le pratiquait à cette époque, il y avait ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle. C'est-à-dire que plus il y a d'étudiants, plus le coût par étudiant baisse. Alors, d'où vient ce miracle de la baisse des coûts étudiants par étudiant lorsque la taille augmente? Ça vient de ce qu'il y a deux catégories de coûts. Des coûts fixes, d'une part, et des coûts variables, d'autre part. Alors, que sont les coûts fixes? Les coûts fixes, c'est des coûts qui sont indépendants du nombre d'étudiants qui vont participer au système. Alors, un exemple de coût fixe, c'est par exemple si vous produisez un CD-ROM didactique qui coûte 50 000 euros. S'il y a 50 étudiants qui s'en servent, ça fait 1 000 euros par étudiant. S'il y a 1 000 étudiants qui s'en servent, ça tombe à 50 euros. Et puis s'il y a 50 000 étudiants qui s'en servent, ça tombe à 1 euro. Donc vous voyez que selon l'effectif, ce qui suit ce CD-ROM qui s'en sert, les coûts passent de 1 à 1000. Mais ça peut être de 1 à 1 million, si il y a 1 million d'étudiants qui utilisent ce CD-ROM. Donc un coût fixe, c'est ça. Et dans l'enseignement à distance, il y en a plus, des coûts fixes, beaucoup plus, il y en avait plus autrefois que dans l'enseignement traditionnel. Si vous utilisez des programmes de télévision, il faut non seulement produire des programmes de télévision, mais il faut aussi utiliser des réémetteurs ou des moyens de transmission de ces programmes de télévision qui coûtent relativement cher, surtout si vous utilisez des satellites, par exemple. Mais s'il y a beaucoup de monde à la fin qui les regarde, eh bien, le coût par apprenant, par utilisateur, le coût peut devenir très faible. Donc, dans les systèmes d'enseignement à distance d'autrefois, avant le e-learning, il y avait beaucoup de coûts fixes. Et alors, les coûts variables, eux, étaient différents aussi de ceux que l'on observe dans l'enseignement présentiel. Dans l'enseignement présentiel, presque tout est variable, même les buildings, même les bâtiments. Si vous voulez étendre un système, vous faire plus d'écoles, ou plus d'universités. Et chaque nouvelle université coûte aussi cher que la première, que la précédente. Il faut faire un bâtiment identique, il faut l'équiper de la même façon, il faut le faire fonctionner, il faut recruter des enseignants. Bref, les coûts par étudiant sont stables, sont constants, quelle que soit la taille d'un système où il n'y a que du présentiel dans le système. Il y a quelques petits coûts fixes, comme les coûts d'administration, et encore, les administrations sont plus grandes quand il y a plus d'étudiants. Il y a par exemple le coût des manuels, est peut-être plus faible dans les pays où il y a beaucoup d'étudiants que dans les pays où il y a peu d'étudiants pour utiliser ces manuels, mais ce sont des ordres de grandeur très modestes. Les manuels dans un système éducatif représentent 1 à 2% du coût par élève, et donc c'est pas ça qui change fondamentalement la structure des coûts. Alors, à l'époque où Daniel a écrit son bouquin, en 1996,
le e-learning, enfin l'utilisation des technologies de l'information et de la communication était encore à ses débuts. Internet était à peine présent. Et la majorité des systèmes qui commençaient à faire du e-learning utilisaient plutôt des CD-ROM. Et les 11 méga-universités sur lesquelles Daniel appuyait son analyse utilisaient massivement des technologies traditionnelles. 90% de cours par correspondance, comme on le faisait depuis le 19e siècle, à l'Université de Londres, et puis un petit peu de télévision, un petit peu de radio, une fraction infime d'e-learning. Donc, les modèles de coût des universités de cette époque, des méga-universités de cette époque, n'étaient pas ceux qui allaient se développer progressivement avec le e-learning. Bon, j'utilise le mot e-learning, je ne sais pas si c'est le bon mot, ça peut être online, ça peut être... Bon, bref, vous me comprenez, j'espère. Donc, les premières tentatives d'utilisation des TIC dans l'enseignement universitaire ont d'abord privilégié des approches genre consortium. En effet, on avait l'idée que c'était un moyen très intéressant pour améliorer, développer l'accès, etc., d'utiliser les TIC, mais on avait aussi l'idée à cette époque que c'était extrêmement cher, à la fois pour développer les matériels didactiques et pour faire fonctionner le système. Il fallait des serveurs qui coûtaient très cher, et puis au niveau des étudiants, c'était très rare encore d'avoir chez soi un ordinateur personnel. L'accès à Internet était très coûteux quand il existait, et donc l'idée dominante à l'époque où on a créé les premiers enseignements e-learning, c'était que ce serait forcément coûteux au départ, parce que les coûts fixes seraient coûteux, élevés. Et je pense que l'idée de favoriser les consortia vient de là. C'est-à-dire que si c'est coûteux, il vaut mieux qu'on partage les coûts entre plusieurs, n'est-ce pas? Donc les universités se sont groupées entre elles et elles ont essayé donc d'offrir une formation e-learning de cette façon. Alors, cette phase-là n'a pas marché, il faut bien le dire, parce que le taux de mortalité des consortia a été spectaculaire. Je cite dans mon papier quelques faillites retentissantes. L'université à distance norvégienne Winix a disparu, la Danish Virtual University a disparu, le projet suédois d'Istom a disparu, les projets de California Virtual University a cessé. Bref, la plupart des projets de consortia sont morts. En France, où on a utilisé également l'approche consortium avec le plan campus numérique. Le plan campus numérique n'a pas été un succès non plus. Nous avons un des projets qui semblait les plus solides, le projet Canej, qui au départ utilisait les compétences de 10 universités qui enseignaient de l'économie, est tombé à 5 universités rapidement, puis vous savez qu'il a fermé à la rentrée 2009. Donc les projets de consortia ont eu beaucoup de mal à survivre parce que l'économie du système était sans doute inadaptée. Alors, il y a quand même quelques méga-universités qui ont bien résisté et qui sont florissantes. Et je voudrais vous exposer rapidement pourquoi elles marchent. Alors, oui, d'abord, d'une manière générale, une petite incise, je travaille sur un sujet, les coûts par étudiant de l'enseignement supérieur, qui est complètement ignoré des économistes. Il y a le nombre d'études sur les coûts dans ce domaine-là se compte sur les doigts d'une main. C'est vraiment lamentable.
la faible disponibilité de données empiriques sur ce sujet. En France, on avait créé il y a quelques années un bureau d'études, Algora, pour travailler spécifiquement là-dessus, sur le coût du e-learning. Ce bureau d'études a passé 3 ans à élaborer une méthodologie inapplicable, parce qu'elle était trop compliqué. Il fallait calculer les coûts de 30 activités différentes. Donc il fallait demander à tous ceux qui étaient dans le système de tenir des fiches d'emploi du temps heure par heure pour calculer le coût qu'ils affectaient à chacune des activités ou le temps qu'ils passaient à chacune des activités et en déduire le coût. Donc cette méthodologie n'a rien produit parce qu'elle était trop compliquée. Mais au moins on a fait un effort. Globalement, on n'a quasiment pas d'informations sur les coûts unitaires dans l'enseignement e-learning. Mon collègue Loiret va bientôt vous présenter les travaux d'économie que l'on trouve dans Distance et Savoir, et vous verrez qu'il n'y en a pas qui portent sur les coûts de cette formation. Alors, bon, il y a des raisons à ça. La première de ces raisons, c'est que les coûts unitaires changent tout le temps. Ils changent tout le temps pour différentes raisons. D'abord, les coûts des matériels ont changé de façon considérable. Il y a 15 ans, un micro-ordinateur personnel coûtait plusieurs mois de salaire d'un enseignant. Aujourd'hui, ça coûte une semaine de salaire d'un enseignant. Donc, c'est des ordres de grandeur qui changent complètement. Et il y a 10 ans, quand on voulait une plateforme, un serveur avec plateforme d'enseignement à distance, ça représentait des investissements énormes. On a appris ce matin que ça coûtait plus rien. Une plateforme, elle est comprise gratuitement dans le logiciel général d'Oracle. Donc, si vous voulez introduire un enseignement à distance, le coût de la plateforme a disparu. Et puis, les coûts à la charge des étudiants, les coûts de réception, ont également considérablement baissé. Les étudiants à distance ont tous leur ordinateur personnel, qu'ils ont d'ailleurs pour d'autres raisons au départ. Ils les ont pour des raisons ludiques, de communication, d'accès à la musique, etc. Et l'utilisation qu'ils en font éventuellement pour de l'enseignement à distance a un coût marginal tout à fait négligeable. De même d'ailleurs que le coût des connexions à Internet. Le coût des connexions à Internet sont devenus... c'est des packages qui vous donnent à la fois la télévision, le téléphone et l'accès à Internet. Et, finalement, vous auriez ça, rien que... Ça représente moins que le coût de votre téléphone avant d'avoir ces packages. D'une certaine manière, Internet est gratuit. Vous n'avez pas augmenté votre budget à cause de cet accès à Internet. Donc, les coûts ont considérablement baissé dans la formation e-learning et j'explique que les économistes, sans doute, ont fait peu d'efforts pour les connaître puisque ça changeait tout le temps. Quand ils publiaient leur étude, qui était faite 2 ans auparavant, elle était déjà obsolète. Alors je disais qu'il y a quand même quelques institutions dans le groupe des méga-universités de John Daniel qui a développé avec succès le e-learning. Et il y a un économiste qui s'appelle Ruth, RUTH, qui a analysé de façon détaillée les coûts de 2 d'entre elles, l'Open University britannique et la Phoenix University aux États-Unis. Et ces 2 universités ont des points communs. Elles sont d'abord énormes, elles ont plus de 200 000 étudiants chacune, et elles reposent sur un système, disons, de coûts variables similaires. Toutes les 2 ont un noyau de professeurs permanents qui produisent les programmes et toutes les 2 ont une masse considérable de tuteurs, 6 fois plus de tuteurs que de professeurs permanents à l'Open University, 7 fois plus à la Phoenix University. Et le fait de recourir massivement à des tuteurs
permet de limiter les coûts variables. Et les coûts variables, c'est-à-dire ceux qu'on a dans une université présentielle, traditionnelle. Alors comment ça se produit? Eh bien, dans ces deux universités, en moyenne, un tuteur, c'est quelqu'un qui est recruté à temps partiel. D'ailleurs, il n'est pas forcément dans la proximité de l'université elle-même. Hein. Ils sont délocalisés. En Grande-Bretagne, il y en a partout. De même que pour Phoenix. Donc, c'est des gens qu'on recrute à temps partiel et qui sont déjà des enseignants à temps plein dans une institution présentielle ordinaire, n'est-ce pas? Et on les recrute, en général, pour s'occuper d'un groupe d'étudiants qui reçoivent 3 crédits, enfin, qui préparent 3 crédits. Et pour un groupe d'étudiants qui prépare 3 crédits, on rémunère ces tuteurs entre 1500 et 2000 $. Donc, ce qui fait 5 à 600 $ de coût de tutorat par crédit. Si vous employez, comme dans une université présentielle ordinaire, des permanents pour faire ce travail, le coût est bien plus élevé. En moyenne, un permanent dans une université assure 18 crédits par an, donc seulement 6 fois plus qu'un tuteur. Et pour ces 18 crédits par an, il coûte en moyenne à l'institution 60 000 $. Donc ça veut dire que le coût par crédit, dans le système traditionnel, le coût par crédit de tutorat, ou de suivi, d'encadrement, comme vous voulez, ce coût est 6 fois plus important lorsqu'on utilise des permanents que lorsqu'on utilise du personnel à temps partiel. 6 fois plus. Vous remarquez d'ailleurs qu'on a le même écart de coût en France, dans les universités françaises présentielles, lorsqu'on compare ce que coûte un enseignant pour un crédit lorsqu'il utilise ses heures de service et lorsque on utilise des heures complémentaires. Hein. Le coût d'une heure complémentaire dans le système français est 6 fois moindre que le coût d'une heure de service. C'est pour ça d'ailleurs que, en gros, la moitié des heures qui sont faites dans les universités françaises sont des heures supplémentaires. Ça permet d'économiser un nombre d'enseignants permanents égal au nombre de ceux qu'on a. Hein. Et donc, on voit bien que le fait d'utiliser du temps, comment dirais-je, ce type de temps, soit des enseignants en temps partiel, soit des heures supplémentaires, permet de réduire considérablement le coût de l'encadrement. Bien. Donc, dans les deux universités en question, on a un modèle économique qui fonctionne, tout simplement parce que on est parvenu à s'appuyer principalement sur du travail peu rémunéré plutôt que sur du travail rémunéré de façon normale. Ceci étant, pour y arriver, je fais remarquer que il faut, pour recruter ce type de personnel en temps partiel, il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'universités présentielles qui fonctionnent. Hein, sinon, vous les aurez jamais. Donc, il est essentiel que ce type de méga-université soit une formule marginale. Il ne faut pas que ce soit la formule dominante, parce qu'on ne trouvera plus après les tuteurs à temps partiel nécessaires pour que le modèle économique fonctionne. Donc elles vivent un peu, je dirais, en parasite du système présentiel. Et si elles vivent en parasite du système présentiel, il faut que celui-ci perdure. Hein, sinon, le modèle s'écroule. Bien. Alors, j'ai parlé de l'effondrement des systèmes qui partaient de l'hypothèse que les coûts fixes du e-learning seraient importants. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu se développer du e-learning ailleurs que dans les institutions spécialisées dans l'offre de e-learning. Et c'est apparu progressivement dans les universités elles-mêmes,
de façon autonome, c'est-à-dire en cessant de recourir à des mécanismes de consortium. Et je signale 2 modèles qui se sont développés. Alors là, il y a une terminologie sur laquelle il n'y a pas d'accord pour l'instant. Moi, je vais en proposer une, mais tout ça est toujours en discussion. Il y a ce qu'on appelle le modèle bimodal, et que moi j'interprète de la façon suivante. Le modèle bimodal, c'est une université présentielle qui a en gros deux structures, qui a une structure de département essentiellement présentiel, et il y a une structure spécialisée dans l'enseignement à distance. Et les équipes de production de cours sont différentes, ce n'est pas les mêmes. Il y a une équipe qui... Alors, je peux citer par exemple le cas de l'université du Québec, à Montréal. Cette université a récemment intégré la TELUC, qui était une institution spécifiquement dédiée à l'enseignement à distance, et ça forme la même université, mais les 2 départements fonctionnent de façon autonome. Il n'y a pas de fusion des formations entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel. Donc c'est ça que j'appelle le bimodal. Il y a un autre modèle qui se développe. Alors en anglais ils disent soit blended, soit hybride. En français je ne sais pas, hybride, mettons, je trouve que c'est mieux que mélangé pour blended. Donc hybride, c'est un système où il n'y a qu'une seule université, il n'y a qu'un seul département d'économie, qu'un seul département de lettres, etc. Mais dans ce département ou dans cette faculté, les cours sont préparés de façon principale pour le public présentiel, mais un certain nombre de modules, de crédits, sont aussi offerts en e-learning. C'est-à-dire que les professeurs de ces modules, de ces crédits, acceptent de présenter leurs cours de façon à ce qu'ils soient plaçables sur une plateforme et sous forme électronique, et on peut ainsi les offrir à des étudiants qui ne seront pas là pour assister aux cours, et donc on a une offre d'e-learning. Alors la proportion de cours offerts en e-learning pour un diplôme donné peut être très faible, peut être moins importante, elle peut aller à 100%. Et donc là, on arrive à l'enseignement à distance pur. Alors, quel est l'intérêt de cette formule ? Vous voyez, c'est immédiat, c'est que les coûts de production du e-learning tendent vers 0. Puisque le professeur qui a déjà fait son cours en présentiel et qui accepte que ses notes de cours et les documents de référence qu'il utilise pour ses notes de cours soient placés sur une plateforme accessible par Internet de façon gratuite par les étudiants qui ont un ordinateur qui marche, eh bien, ce coût-là tend vers 0. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est la chose suivante. Depuis les échecs des grands systèmes d'e-learning spécifiques, spécialisés, on a 3 tendances, finalement. La première tendance, c'est que la nature des produits pédagogiques qu'on met sur e-learning s'est beaucoup simplifiée. À l'époque, il y a 10 ans, on pensait encore qu'il fallait des produits sophistiqués, et donc ce qui requérait des spécialistes de toutes sortes, des scénaristes, des graphistes, des gens qui allaient faire des images inanimées, d'autres qui allaient faire des images animées à l'intérieur des programmes, etc. Donc on allait avoir des équipes vraiment substantielles de producteurs de matériel e-learning. Ça existe encore, mais c'est, je pense, en déclin, en pourcentage, par rapport aux produits simplifiés, c'est-à-dire aux modèles hybrides dans lesquels les produits sont finalement assez peu différents de ceux qu'on utiliserait si on est dans un système par correspondance classique. Au lieu de les envoyer par la poste, on les envoie par email. La deuxième évolution, je l'ai déjà signé tout à l'heure, c'est que les prix des TIC, des TIC elles-mêmes, ont
tellement baissé et sont utilisés pour d'autres choses que la formation que le coût pour la formation elle-même est un coût marginal faible. Une université qui ne fait pas d'enseignement hybride, qui n'a pas de module d'e-learning, a à peu près les mêmes équipements informatiques qu'une université qui le fait. Ça ne change pas grand-chose au niveau de la taille des serveurs, etc., qui sont là pour bien d'autres choses, pour la gestion de l'université, pour la gestion des étudiants, pour la recherche, etc. Donc, ce deuxième aspect des coûts a considérablement baissé également. Si bien que, pour une université, c'est guère plus cher d'entretenir l'accès à la documentation imprimée ou écrite ou quelconque par le e-learning que par l'achat de manuels imprimés. Et enfin, dernier élément, c'est qu'avec le e-learning, l'enseignement à distance a changé de philosophie sur les coûts variables. Dans l'enseignement à distance d'autrefois, si on faisait le rapport entre le nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'enseignants qui suivaient ces étudiants inscrits, on aboutissait à des ordres de grandeur de l'ordre de 50 à 100 étudiants par professeur. C'est-à-dire 3 à 4 fois plus que dans l'enseignement présentiel. Donc, ce qui faisait que c'était moins cher, c'est qu'on encadrait moins. On mettait moins d'enseignants par étudiant qu'on ne le fait dans l'enseignement présentiel. Seulement, on sait les effets négatifs de ce faible taux d'encadrement, c'est que les étudiants étant peu suivis, eh bien, les taux d'abandon sont plus élevés, les taux d'échec sont plus forts, etc. Et donc, même si les coûts unitaires sont plus faibles, les coûts par diplômé tendent à être les mêmes parce qu'il y a trop de déperdition. Et donc, ce qui a changé depuis 10 ans, je ne sais pas si c'est parce que à cause du e-learning ou pour d'autres raisons, en tout cas, ce qui a changé, c'est que l'importance accordée au tutorat a beaucoup augmenté. Et donc, il vient rarement à l'idée des offreurs d'enseignement en e-learning d'offrir un service qui ne soit pas assorti d'un taux d'encadrement décent. Et donc, quand vous interrogez les universités, et c'est ce qui s'est passé avec une étude là, qui a été faite sur les universités françaises, finlandaises et italiennes qui font du e-learning, les responsables d'université disent qu'avec dans leur formation e-learning, les coûts unitaires sont à peu près les mêmes, voire un peu supérieurs à ceux des étudiants présentiels. Et pourquoi c'est à peu près les mêmes? Parce que les équipes qui suivent les étudiants à distance ne sont pas plus faibles, ne sont pas plus petites par rapport au nombre d'étudiants inscrits que dans l'enseignement présentiel. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé en 10 ans, c'est que dans l'enseignement e-learning, les coûts fixes que l'on croyait élevés, permettant des économies d'échelle, ces coûts fixes-là ont fondu. Mais dans le même temps, les coûts variables que l'on croyait plus faibles dans l'enseignement à distance, ils ont augmenté pour rattraper progressivement ceux de l'enseignement présentiel. Donc, il y a une espèce de fusion, d'homogénéité maintenant de la fonction de coût dans les deux systèmes, dans l'enseignement présentiel et dans l'enseignement e-learning. Bon. Alors, juste pour information, John Daniel va publier début 2010 un nouvel ouvrage qui cette fois s'appelle Mega Schools, Technology and Teachers, où il s'intéresse à l'enseignement scolaire, notamment secondaire. Le CNED, d'ailleurs, sera l'objet d'un des chapitres de ce nouveau livre de John Daniel qui va être publié bientôt. Voilà, ça c'était le scoop pour répondre à vos... merci pour cet exposé qui recale bien les choses. Inutile de dire qu'au CNED, cette évolution rapide, très rapide des coûts variables et des coûts fixes, on la vit au quotidien. Et ce que vous présentiez presque comme une boutade, finalement, pour qu'il y ait assez de tuteurs, il faut qu'il y ait un grand nombre, un vivier important d'enseignants permanents. La limite, on n'est pas loin de l'atteindre. On le voit sur certaines grosses formations du CNED où le tutorat se développe rapidement et où jusqu'ici, on pouvait sans trop de difficultés trouver des tuteurs parmi
l'environnement naturel des enseignants qui gravitent autour du CNED, et où maintenant on se pose la question différemment. Et le problème, c'est que des tuteurs qui ne sont pas payés en heures supplémentaires, en vacation de manière complémentaire, du coup reviennent aussi cher que des enseignants permanents. Et donc le prix du tutorat va rejoindre le prix de l'enseignement traditionnel, de la même manière que les coûts variables de l'enseignement à distance rejoignent les coûts variables de l'enseignement présentiel. Au plan économique, c'est une difficulté qui va croître, évidemment. Voilà, bon, mais je vais tout de suite donner la parole, si vous voulez bien, à Pierre-Jean Loiret, et ensuite nous pourrons engager un débat sur l'ensemble de ces questions. Donc je vous donne la parole tout de suite. Merci. Il n'y a pas de méga université abordée par les auteurs que j'ai eu à étudier. On est plutôt dans le registre de l'artisanat que dans celui de l'industrie, dans la thématique politique publique et stratégie des acteurs. Alors, politique publique et stratégie des acteurs, comme s'il y avait une opposition implicite. En fait, il y a plutôt une interaction que décrivent 11 auteurs. Donc, à travers 11 articles, dont l'un est une synthèse de ce qui avait été organisé pour Eden à l'UNESCO. 3 articles prennent pour objet de recherche l'expérience des campus numériques menés entre 2000 et 2003. 2 autres sont consacrés à la dimension économique de la formation à distance, dont l'un dans l'industrie privée. 2 autres à la mise en œuvre de la notion de partenariat, dont un se réfère à une expérience québécoise, qui est le seul article non français des 11. Et puis 3 autres articles abordent des domaines spécifiques de l'action publique, la formation ouverte et à distance en prison. Donc on ne dit pas e-learning, on dit peu e-learning dans ces articles, mais aussi peu importe. Il n'y a pas de normalisation encore de ces termes. Un autre article revient sur la création d'universités nouvelles dans les années 90 et de l'apport des technologies à ce moment-là. Et un dernier traite de l'accompagnement scolaire. Alors donc vous voyez une très grande diversité d'articles et de thématiques, tellement grande cette diversité que je ne suis pas parvenu à les rassembler autour de questions, mais autour de constats. C'est une excellente photo, et ça a été une des principales découvertes. J'ai redécouvert des choses, des politiques menées entre 2000 et 2005, et les dates ne sont pas inintéressantes, on va le voir tout à l'heure, de ce qui se passait dans le domaine de la formation à distance, des TIS, en France principalement, dans ces années-là, il y a très peu, il y a 5 ans de là. Un constat général, les articles sont très divers mais ne s'opposent pas. C'est-à-dire que ce qui rassemble l'avis des auteurs sur la thématique est beaucoup plus important que ce qui peut les différencier. En fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de controverse, comme s'il y avait une sorte de normalisation du champ de la formation à distance et des TIS, alors, qui avait été relevé par les rédacteurs en chef de Distance et Savoir, hier, je me rappelle dans un édito de 2006 ou 2007. Mais c'est vrai qu'il y a très très peu d'opposition. Et la liberté de ton d'un François Rivel ne se retrouve pas, mais c'est peut-être l'objet, c'est pas l'objet d'un papier de recherche dans les articles étudiés. Alors, les constats. Premier constat, les politiques publiques existent, et non seulement elles existent, mais elles changent. Et c'est un article d'Alain Prayer qui illustre ce constat. Il parle des politiques publiques menées dans les années 90, dans la création d'universités de proximité. Il a pris l'exemple du Pas-de-Calais, de Boulogne, où on ouvrait des universités davantage dans une logique d'aménagement du territoire que dans une perspective d'autonomie. Et on voit bien la différence de thème avec aujourd'hui, et donc la modification des politiques publiques entre les regroupements des universités d'une même ville, les presses, les universités confédérales, comme on parle pour Paris. Et donc ces politiques évoluent. Alors elles changent, c'est analysé dans 2 articles, plus en raison du contexte économique de globalisation des échanges décrits par Philippe Morin, ou pour un impératif de rationalisation de l'activité publique qui est décrit par Gaëtan Tremblay, plus que pour répondre à une demande des acteurs du système eux-mêmes. Et c'est l'un des constats, l'un des constats les plus frappants que j'ai eu à faire, c'est que tous les articles étudiés, sauf un, et notamment ceux sur les campus numériques ou sur la dimension de l'économie en formation à distance, tous traitent des décideurs, des innovateurs, des enseignants, mais aucun n'aborde les étudiants ou les apprenants. Dans Distance et Savoir, les apprenants ne sont pas au centre des articles. Et
Alors, pour me faire mentir, dans la revue délivrée ce matin dans les sacoches, il y a un article de Brigitte Albéraud sur justement une enquête qu'elle a menée auprès d'étudiants. Mais c'est très rare. Je suis aussi allé rechercher ailleurs que dans les 11 articles. Et on parle peu des apprenants dans Distance et Savoir, voire très peu. Le seul article qui aborde les étudiants, en fait, dans les 11 étudiés, est un article de Fanny Salan, alors, très spécifique, puisqu'il parle des apprenants en prison. Non. Pour conclure par ailleurs que la formation à distance n'est pas adaptée à ce type de public, parce que même si c'est un public spécifique, on aurait tendance à croire que justement la formation à distance peut spécifiquement les toucher, mais leur manque d'autonomie générée par leurs conditions particulières fait que la formation à distance ne paraît pas adaptée à leur situation. Alors, je vous le disais, ces articles illustre les politiques publiques, alors même si c'est essentiellement, on va y revenir, les campus numériques qui sont abordés entre 2000 et 2005. 2000, certains articles l'abordent avec un constat de retard, c'est ce qui est décrit notamment pour les campus numériques, un retard à la fois par rapport à une province comme le Québec par exemple, un retard en termes d'usage, mais aussi un retard en termes d'analyse des usages et de structuration de l'offre de formation à distance. Et c'est un constat qu'on peut faire global à l'issue de la lecture des 11 articles, c'est que s'il y avait ce retard en 2000, en 2005, puis après, ce retard a été comblé. Et donc c'est bien un impact là des politiques publiques qui est décrit. Ces politiques publiques initiées en France ont permis de combler cet écart qui à l'époque était frappant entre Québec et France. Ça, c'est un des constats. Alors, les auteurs ne parlent pas d'échec, comme le fait François Rivel à propos des campus numériques. Presque, ils parlent de processus inachevés, plus exactement. Mais avec aussi un constat, c'est que l'expérience campus numérique a permis d'avancer, d'expérimenter. Et que si auparavant la place de la formation à distance dans les politiques publiques était inexistante, aujourd'hui elle existe, même si la part de la formation à distance dans l'enseignement supérieur reste toujours aussi minime, mais désormais les politiques publiques, on le voit bien avec le statut de l'enseignant-chercheur il y a peu, prennent en compte cette dimension enseignement à distance et technologie. Alors, Elisabeth Fichez, Sana Miladi sur les campus numériques, Philippe Morin ou Zétana Berthet sur la dimension économique de la formation à distance, parlent donc, comme je disais, de processus inachevé, c'est une citation. Alors inachevé dans deux registres, dans la spécialisation des acteurs, entre auteurs, tuteurs, justement, managers, développeurs, dans la spécialisation des acteurs et dans la répartition des tâches entre eux. L'un dit le tutorat industrialisé n'est qu'une alternative et pas encore une réalité opérationnelle. Cette division du travail dans les dispositifs, les auteurs disent qu'elle est soit évitée, soit pas nécessaire, et le pas nécessaire renvoie à la notion plutôt d'artisanat que j'évoquais tout à l'heure, qui est majoritairement celle de l'université française. Autre constat, c'est que les politiques publiques n'ont pas permis de régler une contradiction observée par les auteurs dans les dispositifs de formation à distance, c'est que plus il y a d'étudiants, plus il faut de tuteurs pour les encadrer et plus ça coûte cher. Là, on renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Et que c'est Philippe Morin qui le dit, si le modèle économique de formation à distance n'est pas précis, le modèle technico-pédagogique ne peut pas l'être non plus, parce qu'il y a une incertitude trop forte sur les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour accompagner les étudiants. L'article de Berthet sur l'analyse du tutorat, la mise en place d'un tutorat dans l'entreprise privée montre quelque chose qui pourrait presque être adapté à l'université, c'est que la dimension du tutorat, son importance, en fait, résulte d'un antagonisme latent ou déclaré qui oppose une logique économique d'un côté à une logique sociale ou pédagogique de l'autre. Et puis, dans tous les articles, alors c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, il y a un questionnement sur la permanence, ou plutôt l'impermanence des modèles économiques et des organisations pédagogiques et de leur rapport entre eux. Et le même questionnement sur l'incertitude à la fois des acteurs là et des politiques publiques à mettre en place ou à trouver les conditions nécessaires à la durabilité des dispositifs. En revanche, tous les articles mettent, alors on va
peut-être pas employer les mots bimodal ou hybride de la même façon là en l'occurrence, mais l'ensemble des articles sur les campus numériques, sur la formation à distance, sur les modèles économiques et sur les partenariats qui ont été mis en œuvre, montre une sorte de... et là, la situation canadienne ou québécoise et française sont identiques, une convergence sur l'accélération d'un processus d'hybridation, alors double, d'un côté entre formation continue et formation initiale, même si c'est une opposition récurrente à l'intérieur des universités qui gêne parfois, c'est décrit le développement de la formation à distance, et une hybridation ou un rapprochement de plus en plus fort entre formation à distance et formation classique présentielle intégrant les technologies. Avec le constat que ce soit, mais c'est le même fait au Québec ou en France, que ce sont finalement les universités classiques, et c'est en ce sens qu'elles peuvent être dites bimodales, qui délivrent à la fois les formations à distance et les formations présentielles. Et puis, en conclusion, je dirais qu'il y a aussi une surprise. Ces articles illustrent les politiques publiques menées depuis entre 2000 et 2004, voire 2005. Et puis après, dans Distance et Savoir, de 2005 à 2010, il y a un grand vide sur les politiques publiques. Il y a bien 3 articles, et plus, bien davantage, puisque Distance et Savoir a consacré 2 numéros spéciaux au campus numérique. Mais sur ce qui a suivi en matière de politique publique en France, université numérique thématique, université numérique en région, il n'y a aucun article qui traite... Il n'y a pas d'article de fond sur ces données. Alors, c'est bien sûr abordé dans quelques papiers, mais il n'y a pas de comparatif. On ne revient pas sur les expériences comme on est revenu sur les expériences des campus numériques. Il y a juste une interview, ou 2 interviews, en fait, autour du rapport Isaac qu'avait fait Jacques Ouellette et avec une interview que Martine avait réalisée avec AC Benamou sur Albert Claude, bien celle-là, sur les universités numériques thématiques. Mais il y a un grand vide, outre, c'est le deuxième constat principal que je ferai, sur l'analyse des politiques publiques de 2005 à aujourd'hui. Le deuxième vide principal constaté, c'est celui sur l'analyse des étudiants ou de comment les apprenants suivent ou vivent les formations à distance. Merci beaucoup. Voilà. Alors, en fait, si nous avions un discutant, il nous parlerait des hypothèses pour les 7 prochaines années. C'était la règle du jeu. Et donc, je nous la transfère en quelque sorte. Mais je crois que des interventions étaient prévues depuis la salle. Alors, je propose qu'on vous donne la parole tout de suite, si vous voulez. Et puis ensuite, on lancera le débat plus largement. D'accord. Merci, monsieur. Merci. C'est bon? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Manuel Schneevelé. Je suis psychologue et depuis octobre doctorant en sciences de l'éducation au LISEG, au laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation à Nancy 2. Alors le projet de recherche présenté ici s'inscrit dans le cadre d'une thèse qui porte sur l'implantation d'un ENT dans les lycées et collèges lorrains. Elle est cofinancée par la région Lorraine, la Caisse des dépôts et consignations, l'Académie de Nancy-Metz, le département de Meurthe-et-Moselle et les concepteurs de la plateforme ITOP et Atos Origine. Alors, mon directeur de thèse est Antoine Zapata et mon co-directeur Samuel Nowakowski. Alors, voilà. Alors, le titre de la thèse s'intitule « Implantation d'un ENT dans l'enseignement secondaire, analyse et modélisation des usages locaux lorrains ».
Alors, il s'agit d'un travail en articulation avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires qui travaillent uniquement sur le cahier de texte en ligne et dont les membres appartiennent au LISEC. Dont, on a un membre ici présent, M. Marc Trestini. On travaille également avec l'Université Henri Poincaré de Nancy, l'UFM de Lorraine et le Lauria, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Alors, cette ENT se nomme PLACE, Plateforme Lorraine d'accessibilité et de communication pour l'éducation. Alors, dans notre étude, nous nous intéressons tout particulièrement au fondement d'une acceptabilité pratique de ce dispositif et à la manière dont les utilisateurs se l'approprient dans le cadre des pratiques quotidiennes. Alors, l'ENT PLACE comprend 8 grandes fonctionnalités. Un cahier de texte, une messagerie, un tableau d'affichage, un espace personnel de stockage de données, un agenda, un espace d'échange, un module de réservation des ressources. Alors, il s'adresse aussi bien au personnel enseignant et administratif qu'aux élèves et leurs parents. Alors, les élèves, tout comme les parents, n'ont cependant pas accès au module de réservation des ressources, ce qui est logique, et les parents n'ont ni accès à l'agenda, ni à l'espace d'échange. Alors, voici un aperçu de la plateforme, histoire de pouvoir se représenter. Alors, ce travail de recherche comprend 3 grandes phases qui vont s'articuler sur les 3 ans. L'étude de la genèse du dispositif, l'étude de la genèse des usages, puis pour aboutir à un diagnostic du processus d'acceptabilité de l'ENT. Alors, c'est dans le cadre de cette première phase d'étude, la genèse du dispositif, que s'inscrit le projet d'article. Alors, l'objectif est de définir le contexte de mise en place de cette ENT, car celui-ci a des répercussions sur la manière dont a été conçu cet outil, de même sur la politique de communication au sein de l'opinion publique. À l'issue de ce travail, des réponses pourront être apportées à des questions telles que pourquoi et comment a été créée cette ENT appelée PLACE, quels sont les enjeux politiques de sa mise en œuvre, qui sont les concepteurs et quelles sont leurs préoccupations. Sur quel fondement a été réalisé le cahier des charges et quelle représentation des usages ont les prescripteurs. Alors, nous cherchons à mettre en évidence le rôle, les enjeux et l'impact des différents acteurs impliqués dans la construction de l'ENT. Pour cela, nous baserons notre analyse sur une étude approfondie du cahier des charges et des documents promoteurs relatifs à l'implantation de l'ENT. Le tout complété par des échanges menés auprès des concepteurs. Alors, pour le moment, nous finalisons un organigramme des différents acteurs mettant en évidence leurs stratégies et contributions respectives. Dans les semaines à venir, nous allons procéder à une série d'entretiens. Alors là, comme on peut le voir, on a Atos Origine et ITOP qui sont les concepteurs de la plateforme, dont ITOP est l'éditeur. La région et la Caisse des dépôts et consignations qui sont les financiers. Et le rectorat qui s'occupe de la politique de communication et de l'accompagnement des usagers pour la plateforme. Voilà. À l'issue de cette analyse des politiques publiques et des stratégies des acteurs, cela devrait nous permettre d'ouvrir la voie vers une meilleure compréhension des fondements d'une acceptabilité pratique de l'usage de ce type de dispositif. Voilà. Merci de votre attention. Des questions ? Nous avons une petite demi-heure pour un débat, pour des questions sur chacune des interventions. Alors voilà, j'ouvre le débat. Alors, madame, puis ensuite. Elisabeth Fichet. Moi, j'ai 2 questions. Une pour François Aurivel et l'autre pour Pierre-Jean Loiret. Dans l'approche que vous avez faite des coûts, il me semble qu'il y a une variable que vous n'avez pas évoquée, qui est celle des cycles d'enseignement. Enfin, dans les études qu'on a été amené à faire ou que j'ai pu lire, il me semble que cette question des cycles, notamment des coûts en 2e cycle pour le tutorat, quand il s'agit de master, professionnalisé, etc., ça n'implique pas des tuteurs au sens où vous en avez parlé, mais souvent les gens qui encadrent les séminaires et les coûts redeviennent les coûts classiques d'encadrement. Donc je voulais savoir un petit peu si cette variable-là des niveaux d'enseignement, vous l'intégriez ou non.
Et à Pierre-Jean Loiret, c'est plutôt une remarque, c'est à propos de l'absence de programmes de recherche sur les UNR et UNT. Il me semble que ce qui manque en ce moment, ou qui a été changé, c'est qu'il n'y a pas non plus de programme de recherche au sens de ceux qu'on a eus sur les campus numériques par le biais des ERTE, et que c'est extrêmement difficile de faire remonter et de faire accepter des programmes de recherche par l'ANR, qui est devenue l'agence. C'est un effet des politiques publiques de recherche, peut-être. Non, je crois que c'était une remarque. C'est vrai que après Campus Numérique, qui avait intégré des programmes de recherche, on est parti sur d'autres pistes, dont celle des ENT qui viennent d'être abordées, et que effectivement c'est plus prévu, et donc ce n'est plus fait. C'est vrai aussi. Vous voulez répondre à la première question ? Oui. Dans l'étude de Daniel sur les méga-universités, il dit ceci. Il dit les méga-universités constituent un modèle économiquement rationnel et efficace parce que elles répartissent des coûts fixes sur un grand nombre d'usagers et elles offrent peu d'options. Il dit ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux offrir l'enseignement à distance à des publics qui font le même diplôme. Si vous offrez l'enseignement à distance à des tout petits publics, 15 personnes, le développement des matériels revient trop cher par étudiant. Et donc, il exclut implicitement dans son approche le fait que l'enseignement à distance puisse s'adresser à des étudiants de master, ou même dès que c'est des programmes pointus où il n'y a pas beaucoup de monde à l'échelle d'un pays ou même de plusieurs pays, là c'est exclu d'aboutir à des coûts inférieurs. Et je pense que malheureusement, beaucoup de programmes d'enseignement à distance ont été développés pour des masters, donc pour des petits publics. J'ai vu un master à Compiègne, par exemple, pour 15 étudiants à distance, où on avait produit 5 CD-ROM à 700 000 francs chacun. Et donc, vous voyez, il aurait mieux valu faire venir les étudiants une semaine, ou 3, je sais pas. Bref. Donc, pour les petits effectifs, c'est vrai que l'enseignement à distance, a priori, ne réduit pas les coûts. Merci. Jacques Ouellet. Oui. Avant de poser une question, juste quand même un témoignage. Si je ne le donnais pas, ça pourrait paraître suspect. Il y a quand même un campus numérique qui a survécu. Peut-être ce campus numérique avait-il trouvé le bon partenariat entre des universités et le CNED. Je rappelle qu'à l'époque, on s'est fait taper dessus parce que nous pensions, sur un raisonnement économique, qu'il était nécessaire d'avoir un partenariat institutionnel lourd. Mais ma question n'est pas celle-là. François, tu as comparé les méga-universités, donc Mornay, et puis les universités traditionnelles. Mais n'y a-t-il pas aussi eu un autre débat, pas tellement, d'ailleurs, avec des présupposés économiques, mais davantage idéologiques, sur la mort des universités au même moment. Alors, à la fois Peter Drucker aux États-Unis disant que c'est des structures qui vont être remplacées très vite par le privé, d'autres auteurs, pour n'en citer qu'un francophone, Michel Serres, qui dit les universités sont comme les étoiles mortes, mais dont la lumière continue d'irradier quelque temps. En clair, c'était le débat entre auto-formation et apprentissage, et puis des structures qui étaient condamnées. Alors, comment tu articules ce pronostic ? Et est-ce que la résistance des universités a été simplement liée au fait qu'elles continuent à avoir la quasi-exclusivité de la certification et des diplômes? Ou est-ce qu'il y a autre chose, et en particulier des savoirs qui sont difficilement trouvables, même sur Google? Ensuite, Jacques, tu peux passer le micro à ton collègue derrière qui aura la parole ensuite. Voilà, merci. On n'a pas trouvé d'alternative crédible au monopole des universités dans le monde pour la certification.
On n'en a pas trouvé. Si on veut qu'un diplôme soit certifié, reconnu, accrédité, le mot que tu veux, il faut passer par une institution qui est accréditée, qui a ce privilège extraordinaire de conférer des diplômes. Et on n'a pas osé donner ce privilège à d'autres, à des industries, à des compétiteurs éventuels. Donc, les universités, je trouve, ont bien agi de ce point de vue-là, puisqu'elles ont ce monopole, elles capitalisent dessus et elles développent une formation à distance qui finalement n'est pas plus coûteuse que la formation présentielle, mais qui arrange beaucoup de gens. Il y a une étude qui vient de sortir là aux États-Unis sur l'efficacité du e-learning. En gros, elle conclut que elle porte sur plus de 1000 études quand comparait le e-learning avec l'enseignement face à face, présentiel, et on trouve ceci. D'abord, pas de conclusion positive ni négative sur le e-learning avant l'enseignement supérieur. Tout ce qui se fait de la maternelle à la terminale en e-learning et qu'on a évalué ne donne pas de différence significative de résultats des élèves. Mais pour tout ce qui est après, à partir de l'enseignement supérieur et l'enseignement continu, tout ça, l'étude montre qu'il y a un avantage. Des étudiants qui utilisent le e-learning ou l'hybride par rapport à ceux qui utilisent seulement le face-à-face. Et alors, l'étude essaie de savoir pourquoi. Quand on étudie soit seulement en e-learning, soit en e-learning plus face-à-face, pourquoi on réussit mieux que ceux qui font que du face-à-face. Et l'étude conclut que ce n'est pas à cause du e-learning. C'est parce que quand on fait du e-learning par rapport à seulement du face-à-face, en moyenne, les étudiants travaillent plus longtemps. Et ils ont en moyenne un accès à des ressources pédagogiques plus abondantes, plus riches. Donc, ils étudient mieux, parce qu'ils étudient plus longtemps, plus de choses. Et c'est pas lié. Alors pourquoi ils étudient mieux et plus longtemps, mais d'abord parce que quand ils ont la possibilité d'avoir du e-learning, ils compensent mieux leurs absences dans le présentiel. Il y a tous les étudiants qui travaillent à temps partiel, qui manquent un quart des cours, ou un tiers, qui prennent les notes de leurs copains, qui sont mal foutus, etc. S'ils ont la possibilité d'avoir le même module avec le matériel du prof sur Internet, et de le faire quand ils veulent, donc asynchrone. C'est le e-learning asynchrone qui marche, c'est pas le synchrone, parce que le synchrone, ça ne change pas le problème pour ceux qui ont une autre activité en même temps. Donc, il faut qu'ils puissent le faire quand ils ont la liberté, la possibilité de le faire. Donc, si on fait ça, il y a un avantage pour le e-learning. Merci. Je suis donc impliqué dans la politique publique de développement de ces UNT, ces universités numériques thématiques. Je vis l'expérience de l'UNT développement durable. Alors, je ferai juste une première remarque. Cette question du... Apparemment, le micro est pas branché. Voilà. Donc, ça concerne cette politique publique actuelle de développement des universités numériques thématiques. Alors, j'ai une première remarque. Je crois que cette question du manque de recherche et d'observation et de distance sur ce qui se passe et sur l'impact des UNT, je crois que les UNT en sont bien conscientes. Et donc, il y a ce fameux cette rencontre annuelle de CIUN qui essaye un peu maladroitement de faire un peu le point. Et puis, je crois qu'on s'oriente vers un autofinancement, un financement, les UNT qui financent des études sur l'impact qu'elles peuvent avoir. C'est un modèle qui, dans l'organisation des budgets des UNT, qui est en train de se mettre en place. Alors, non, la question
sur l'évolution de la politique publique telle qu'on le sent au niveau des UNT, c'est une demande très précise du ministère pour que ça évolue sur des statuts de fondation, pour que justement il y ait un partage de responsabilités entre les acteurs des universités ou de l'institut de recherche avec des partenaires privés. Alors bien sûr, cette question est posée. Les UNT sont confrontés à cette orientation de politique publique. Et là, c'est vrai que je suis intéressé par les réponses sur l'avis que les économistes peuvent avoir, parce qu'on s'interroge, en quoi cette évolution de fondation partenariale, cet apport d'autres acteurs dans la formation à distance et la production de ressources, qu'est-ce que cela peut induire? Est-ce que c'est tout à fait neutre ou est-ce que ça peut avoir des conséquences? À la salle de répondre, me souffle-t-on. C'est soumis au débat. Bon. Mais ça viendra. Autre intervention? Alors, j'ai trois demandes de parole pour l'instant. Sylvie Perfetti, ensuite. Mieux ? Oui. Donc moi je suis Sylvie Perfetti, je suis chargée de développement à la direction générale du CNED, à la direction de la formation tout au long de la vie. En fait j'avais une remarque parce qu'on parle effectivement beaucoup des formations universitaires et quand on parle de formation à distance ou effectivement de formation ouverte à distance ou hybride, on va dire entre la distance de la présence, on a aussi beaucoup d'autres acteurs qui sont des acteurs ceux de la sphère économique privée ou publique également, puisque le CNED réalise beaucoup de formations sur des niveaux BTS, CAP ou d'autres types de formations. Et donc on a d'autres modèles économiques là, on a beaucoup de formations ouvertes à distance ou de e-learning, si on veut appeler ça comme ça, dans des entreprises privées, sur des formations professionnelles qui peuvent être qualifiantes ou diplômantes. Puisqu'on a aussi des accès à des certifications type certificat de qualification professionnelle de branche ou des certifications du ministère de l'Éducation nationale, alors BTS et autres. Le CNED a développé également ses propres certifications avec des partenaires où on fait de la formation ouverte à distance. Donc c'était aussi pour recadrer sur le fait que cette pratique de e-learning et les modèles économiques peuvent se faire dans d'autres cadres que des cadres universitaires. Et effectivement, ça marche bien, y compris sur des niveaux infra 3, on va dire. Donc ça, c'était vraiment, je voulais le souligner de façon importante parce que effectivement, les modèles économiques qui sont posés sont effectivement différents. Et je voulais aussi avoir juste un petit droit de réponse sur la partie formation ouverte à distance en prison. Donc l'article effectivement de distance et savoir qui conclut que ce n'est pas efficace. Donc le CNED a un partenariat avec la direction de l'administration pénitentiaire depuis plusieurs années. On vient de terminer un comité de suivi avec eux puisqu'on les voit régulièrement. On a entre 500 et 800 inscriptions par an sur des formations qui sont à la fois soit des formations universitaires, mais sinon sur des modules qualifiants, diplômants ou même d'acquisition de culture générale. La question qui se pose par rapport à l'enseignement en prison, de la formation ouverte à distance en prison, c'est que souvent elle n'est pas ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie des ressources et la partie qui pose problème est la partie du tutorat. Donc, effectivement, le CNED arrive en complément, la formation à distance arrive en complément du travail de base qui est fait par les enseignants en prison, qui est sur les savoirs de base, puisqu'on a une population qui est très très majoritairement sur l'acquisition de compétences de base. Donc nous, on intervient plutôt sur de la formation depuis le niveau, on va dire 4 jusqu'au niveau 2. Et il faut savoir qu'on travaille avec l'administration pénitentiaire justement pour essayer d'accompagner au plus près les détenus en prison, et on travaille actuellement avec eux puisqu'ils vont développer, aidés par la Caisse des dépôts, un espace public numérique dans des prisons. On va travailler notamment avec eux sur le projet Cyberbase à Saint-Martin justement pour aider non seulement à de l'accès de ressources mais à du suivi en ligne. Voilà. Donc je voulais juste avoir un droit de réponse par rapport à ça parce que c'est vrai que l'article était quand même assez négatif, et le constat qu'on peut en faire avec notamment l'administration pénitentiaire, c'est pas ça du tout. Merci. Alors j'interviens juste un instant sur cet article-là. Il n'était pas totalement négatif, il y en avait un autre député à Mortiva, mais, et je l'avais signalé, la revue, et vous l'avez constaté à plusieurs reprises, est précisément ouverte aux discussions. Et donc quand il y a un article qu'on veut discuter, il faut écrire.
et on attend. Donc, non, il faut donner plusieurs regards. Quand il y en a un travail de recherche qui va dans un sens et qu'on a une autre expérience, il faut l'exprimer. Mais il y a aussi des articles de praticiens dans la revue. Il ne faut pas le découvrir aujourd'hui, on l'a toujours dit. Et une des grosses difficultés du CNED, c'est précisément que c'est un lieu de pratique et d'expérimentation qui se développe, mais qui ne sont pas bien connus. Et donc, il faut les exprimer. Et là, c'est particulièrement l'occasion de le faire, puisque l'article de Fanny Salan porte sur une expérience très précise en tant que psychologue, alors que la pratique qu'on a ici est tout à fait différente. Donc, ce serait particulièrement intéressant de publier quelque chose. Voilà, donc je l'attends. Alors, François Rivel voulait intervenir. Et puis Geneviève voulait parler aussi. Donc, François. Ah ben oui. Tiens, ce sera pour toi. Oui, moi je voudrais... Ça marche ? Ça marche ? Oui, je voudrais dire un mot sur la supposée inefficacité de l'enseignement à distance dans les prisons. Moi je dirais qu'il faut comparer cette formule-là avec les alternatives, hein, alors qui seraient soi-disant plus efficaces. Hein. Alors, il y en a deux, hein, essentiellement, des alternatives qui pourraient être plus efficaces. La première, c'est d'autoriser les prisonniers à aller à l'université, hein, pour suivre les cours, et ce serait efficace pour eux comme pour les autres, hein, pareil. Mais apparemment, c'est une hypothèse que l'administration pénitentiaire n'est pas prête à accepter tout de suite. Hein. Et l'autre formule consisterait à envoyer des professeurs dans les cellules, hein, pour leur faire des cours privés. Et on peut penser que ce serait aussi plus efficace que la formule à distance. Mais cette hypothèse-là, je pense qu'il n'y a personne qui est d'accord pour la financer. Hein. C'est trop cher. Donc, en économie, on cherche toujours le second best, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus coût efficace, et probablement que c'est celle-là, celle que vous faites. J'ai une petite précision. Il n'y a pas de droit de réponse à avoir. L'article dont on était uniquement ciblé sur les formations universitaires suivies en prison. Donc pas d'opposition avec le reste. Et elle précisait notamment que Internet étant strictement interdit aux prisonniers, ils ne pouvaient pas avoir de tutorat et de contact avec l'extérieur, puisqu'ils sont même en prison pour ne pas en avoir. Donc effectivement, ça rendait les choses un peu impossibles, mais c'était bien que l'université ou les formations supérieures qui étaient décrites dans cet article. On n'est pas assez longtemps sur ce sujet-là, mais il se trouve que une nouvelle loi vient de paraître la semaine dernière sur les conditions de détention et sur l'accès à la culture, à l'éducation, à l'information, à la communication en prison. Et si on lit cette loi, c'est assez surprenant parce qu'on s'aperçoit que légalement, beaucoup de choses sont possibles en fait. Et peut-être on n'utilise pas suffisamment toutes les marges de la légalité pour intervenir, pour renforcer l'éducation en milieu pénitentiaire. Oui, je voulais poser une question à François Ruvel. Je vais la lui poser, mais je voudrais réagir sur ce qu'on vient d'entendre justement pour les prisons, parce que vous avez raison, les alternatives, elles existent. J'ai personnellement participé à des formations à l'Université de Paris 7 auprès de prisonniers qui venaient, d'enseignants qui allaient dans les prisons. Et par ailleurs, à Paris 8, effectivement, j'ai suivi pendant toute une année un candidat à un DESS qui venait évidemment pas dans les cours collectifs, mais nous avions une salle spécial et un policier qui accompagnait effectivement l'étudiant. Disons qu'à Paris 8, au bout d'un petit moment, le policier allait un petit peu s'aérer ailleurs que dans la salle. Mais la question que je voulais poser, c'est à François Rivel, c'est concernant effectivement cette recherche américaine qui a été citée dans un des campus du monde, évidemment, comme toujours avec les journalistes, sans référence. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir la référence, s'il peut nous la donner. Et ajouter que, me semble-t-il, il a peut-être été un peu rapide en disant, ou l'étude était un peu rapide en disant que la différence constatée et au bénéfice de la formation à distance ou hybride n'était pas due à ce dispositif. Moi, je dis oui, si justement les étudiants travaillent plus longtemps, s'ils ont accès à plus de documents, ça veut dire qu'ils sont plus autonomes, ça veut dire qu'ils travaillent davantage, et ça veut bien dire effectivement que c'est un dispositif plus efficace que le face-à-face traditionnel, où il n'y a pas d'autonomie, où on se limite la plupart du temps, sauf exception, aux quelques manuels ou cours auxquels
auquel on a accès. Et donc, il y a bien, si l'étude, encore une fois, est intéressante, il faudra la voir de plus près. Voilà, ce qui me permet en même temps de dire en filigrane qu'il faut qu'on se méfie beaucoup des expressions pas efficaces, échecs, relatifs, etc., dans la mesure où, d'une façon générale, et pour moi, ça sera un de mes thèmes, en tout cas, c'est un de mes thèmes favoris, parce que je les ai constatés, tous ces petits essais et ces petits succès et ces petits échecs sont des moyens et les seuls moyens de construire des choses nouvelles et de passer à d'autres formules. Je ne connais pas en éducation, d'ailleurs, qu'elle soit présentielle ou autre, de recettes pour le succès ou de recettes pour l'échec. Voilà. Mais je serais très intéressée par la référence à l'étude américaine, François. Merci. Sans parler du fait que j'étais très intéressée par votre article, qui pour une fois m'a mieux fait comprendre ce que pouvait être un coût fixe et un coût variable. Bon, j'ai l'étude là avec moi, je peux te la prêter. Hein. Bon, en ce qui concerne le mot échec, tout le monde sait qu'on apprend des échecs. Simplement, je pense qu'on a mis un peu longtemps. On a fait souvent la même erreur avant de voir que c'en était une. Et peut-être qu'on peut apprendre plus vite. C'est tout. Et on apprendrait plus vite si on faisait plus d'évaluations. Voilà. Merci. Alors, on continue. Merci pour l'exposé donc des panélistes. C'est vrai que dans cette session, on a beaucoup parlé de modèle économique. J'aimerais qu'on parle aussi un tout petit peu rapidement de partenariat. Alors, sur les modèles économiques, notamment de l'université d'où je viens, l'université de Dakar, sur les formations ouvertes à distance, les doctorants, justement, sont utilisés, notamment pour l'accompagnement, pour le tutorat. Ça donne d'autres types de coûts carrément. C'est quelque chose qu'il faut explorer. Vous ne les payez pas. Ils sont considérés comme des étudiants avancés. Évidemment, si vous ne payez pas les gens, ça coûte moins cher. Voilà, alors, au niveau des partenariats, là c'est un peu plus sérieux. Notamment, je vais rebondir à la communication tout à l'heure sur les UNT. Il y a de plus en plus, justement, d'universités africaines, je sais que le débat viendra bientôt, peut-être en France, qui ont signé, donc, sous un chapeau de partenariat public-privé, je prends par exemple mon université, avec Microsoft, la gestion complète de leur environnement numérique de travail. C'est 70 000 étudiants, hein, on parle de 70 000 comptes qui sont donc offerts donc à cette entreprise pour fournir effectivement toute la logistique des outils d'environnement numérique de travail. Et ça, on a un certain nombre de responsables universitaires qui sont vraiment pris sur cette option-là, hein, que prennent un certain nombre de nos responsables aussi, sur des critères, soi-disant que bon, c'est presque gratuit, performant. Et effectivement, nous qui prônions les environnements libres, qui prônions, j'allais dire, des solutions qui vont avec nos niveaux de ressources et nos niveaux d'appropriation, ça pose en ce moment donc un véritable problème. Donc je ne sais pas si la réflexion est entamée ici ou si ça existe. J'aimerais avoir un peu votre analyse là-dessus. Merci. Personnel. Il y a un article qui répond un peu à ce que tu dis, Claude, c'est l'article de Gaëtan Tremblay qui dit que le partenariat est un objectif de politique publique lui-même. Hein, et on le voit bien dans ce qui est promu par la puissance publique, le partenariat public-privé notamment. Et c'est vrai que dans les politiques publiques actuelles, l'ouverture au privé est présentée comme une condition du changement et du renouvellement des pratiques. Et c'est pour ça que c'est présenté comme une politique publique. Alors, je n'émets pas d'avis dessus. Je dis juste que c'est... c'est dans cet article, et deux, c'est comme ça que c'est présenté. Que le partenariat est en lui-même un objectif de politique publique et pas seulement un objectif de faciliter le bon déroulement de la création de quelque chose. Non, le fait de travailler en partenariat. Bien. Christian de Pauvert,
Je voudrais reprendre quelques instants les conclusions de l'étude dont François a parlé et qui a été reprise par Geneviève, en disant que finalement, ce que nous dit cette étude, en fait, c'est ce que Clark nous dit depuis 20 ans. En fait, ce n'est pas le média qui change les choses, ce n'est pas l'e-learning en tant que média qui change les choses, en fait, mais c'est la démarche pédagogique qui est mise en œuvre. Et très clairement, c'est une démonstration de ça, cette étude. Alors, une autre question, en fait, qui est assez là, mais pourquoi faut-il que l'enseignement à distance soit plus efficace, nécessairement? Est-ce que le fait que l'enseignement à distance soit aussi efficace n'est pas déjà suffisant en soi? L'enseignement à distance a d'autres bénéfices. Quand on a parlé des prisons tout à l'heure, ça permet d'atteindre, par exemple, des publics qu'on ne peut pas atteindre autrement. Quand on voit tous les dispositifs qui sont déployés vers l'Afrique, par exemple, ou les pays du Sud, voilà un autre type de bénéfice. Il y a des étudiants, en fait, qui n'auraient jamais pu suivre des cursus universitaires autrement qu'à distance. Non? Donc je crois qu'il ne faut pas nécessairement être focalisé sur l'efficacité. Il y a des études aussi dans les universités américaines qui montrent en fait que les étudiants, ce qu'ils préfèrent, c'est les cours traditionnels. Les cours, on leur fait faire des tas de choses avec les technologies. En fait, ça les embête finalement, parce que ça leur demande du travail supplémentaire. Enfin, un peu un contrepoint par rapport à ce que tu disais. Alors, par rapport au tutorat, en fait, et le coût du tutorat, on a un peu l'impression que c'est une sorte de plaie en fait qui est en train d'entacher la formation à distance. Mais en fait, il faut bien savoir que le tutorat, c'est aussi ce qui fait, je dirais en grande partie, le gain d'efficacité des nouveaux dispositifs. Et il faut se rappeler que ce tutorat, en fait, cette idée de tutorat, elle existe depuis toujours. On l'a minoré parce que ça représentait un coût bien plus considérable lorsqu'il fallait organiser, par exemple, des sessions présentielles où on déplaçait les tuteurs, les apprenants, etc. Donc, même si le tutorat représente un coût, en fait, ça représente une économie par rapport aux dispositifs anciens qui n'étaient pas nécessairement aussi coûteux, mais s'ils n'étaient pas aussi coûteux, c'est parce qu'ils faisaient l'impasse sur le tutorat. D'accord? Alors qu'à l'époque, on savait que le tutorat était aussi un facteur d'efficacité important. Enfin, je voulais revenir là-dessus. Je ne sais pas si tu as des réactions par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette remarque. Il nous reste quelques secondes. Oui. Qui a coupé le micro. Bon, c'est Bernadette Charlier. Je voudrais justement suivre ce qui a été dit par Geneviève Jacquinot et Christian de Pauwels, parce que ce type d'enquête, on les connaît depuis tellement longtemps. Donc les recherches d'efficacité avec ou sans télévision, avec ou sans e-learning, etc. Et les résultats sont toujours à peu près les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne constate pas de différence significative. Pourquoi? Parce que les recherches sont mal montées et il y a à peu près une dizaine de biais qu'on peut identifier par rapport à ces recherches comparatives. Mais donc je ne vais pas commencer à détailler ces biais, c'est pas le lieu. Simplement, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dans quelle mesure on peut aujourd'hui, même dans les analyses économiques, justement, coût-efficacité, dans la notion d'efficacité, le concept d'efficacité, faire intervenir la qualité. C'est-à-dire vraiment les changements que l'on peut percevoir au niveau de l'apprentissage des apprenants, au niveau du type de connaissances échangées, au niveau des réseaux créés, etc. Et aller au-delà, je dirais, de calculs peut-être un peu simples. Dans ce qui a été dit à propos des dispositifs hybrides, notamment, bien sûr, ça permet de travailler autrement dans les universités traditionnelles, mais peut-être que ça permet de travailler mieux à certains moments. Et là, dans quelle mesure est-ce qu'un calcul, entre guillemets, d'efficacité permet de le mettre en évidence ? C'est pas les économistes qui mesurent la qualité. Nous, on mesure les coûts. Et c'est à vous de nous dire, si vous avez un dispositif qui coûte 2 fois plus cher et qui est de moins bonne qualité, l'économiste, il prédit qu'il y en a un qui va disparaître. C'est tout.
C'est tout ce qu'on fait. Donc, les dispositifs qui vont triompher, c'est ceux qui, pour un prix donné, obtiennent quand même le meilleur résultat, le plus de qualité. Mais c'est à vous de mesurer les qualités, c'est pas à moi. Je dirais que les économistes de services aussi font quand même de la mesure à ce niveau-là, au niveau des valeurs ajoutées. Mais c'est un débat entre économistes. Comme je ne le suis pas, je vais pas entrer dedans. Non, mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est que avec l'analyse économique, on peut quand même anticiper un petit peu ce qui va probablement se produire dans les 10 années à venir. Contrairement aux prévisions de Monsieur Daniel, je ne pense pas qu'on va assister à une explosion des méga-universités fondées sur le e-learning. Je pense que le modèle le plus probable, c'est que presque toutes les universités présentielles vont offrir du e-learning en quantité variable. Merci. On va s'acheminer vers la fin. Je vais faire deux remarques peut-être pour conclure quand même. La première, au fond, et on le voit à travers tout ce qui a été dit, c'est que l'enseignement à distance ne doit pas se considérer comme si toute chose était égale par ailleurs, comme si les savoirs ne changeaient pas, les élèves ne changeaient pas, les étudiants ne changeaient pas, la pédagogie ne changeait pas, etc., etc. Au fond, dans ce débat sur le coût et l'efficacité, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège où, au fond, on mesure le coût de l'enseignement à distance pour atteindre l'efficacité de l'enseignement en présence. Il ne s'agit pas de la même efficacité. L'enseignement à distance a cessé d'être un enseignement simplement destiné à pallier l'absence, à pallier la distance. Il prend une place tout à fait différente au cœur des systèmes éducatifs, de différentes manières, aux différents niveaux. Et donc, son coût doit se rapporter à cette nouvelle finalité, à cette nouvelle efficacité attendue. Sinon, on n'y arrivera pas. Le CNED est constamment confronté à cette question. Je vois deux exemples. Un grand établissement public d'enseignement, c'est récemment, qui n'est pas le CNED, qui n'est pas une université non plus, s'est fait récemment voir observer par la Cour des comptes que pour la préparation à tel concours, il dépensait 65 000 € par étudiant pour une préparation dont le taux d'efficacité était de 2%, enfin de taux de réussite, pardon, était de 2%. Donc la Cour des comptes leur a dit immédiatement arrêtez. 65 000 € par étudiant pour 2% de réussite, ça ne peut pas marcher. Je ne vais pas vous dire où c'est, je vous le dirai dans le couloir si vous me le demandez. Voilà. Et donc, cet organisme serait très intéressant, se tourne vers le CNED en disant est-ce que vous savez faire moins cher ? Et on est en train de faire des études et on va tourner dans les, je sais pas, 2 000 à 3 000 € peut-être, ou des choses comme ça. Bravo. C'est étonnant. Non, mais bravo. Le problème, c'est, oui, il faut qu'on mette plus cher, vous avez raison. Mais ça veut dire que quand même, il y a une approche des coûts, une maîtrise des coûts qui reste encore totalement non maîtrisée, totalement ouverte. Le CNED se voit en ce moment enjoint par Bercy d'être capable pour chacune de ses formations de dire combien elle coûte, combien elle rapporte, quels sont les coûts fixes, quels sont les coûts variables, etc., 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 et quels sont les indicateurs et les manettes dont on dispose pour maîtriser cela. C'est un exercice très difficile et curieusement que nous n'avons pas encore vraiment l'habitude de faire. Je crois que c'est important de prendre en compte. Et puis moi je suis quand même, c'est ma deuxième remarque, un petit peu interloqué par ce qui a été dit sur l'absence de l'étudiant dans les articles sur l'enseignement à distance. Alors est-ce que ce serait justement que quand je dis que on a tendance à raisonner comme si toute chose était égale par ailleurs, on considère que l'étudiant, lui, reste constant, reste égal, c'est le même étudiant, et donc ça ne dépend plus de l'enseignement à distance. Je ne le pense pas, mais ça peut être peut-être une manière d'expliquer. Ce serait un débat intéressant. Mais pour en parler, rien de tel qu'une table et de la nourriture qui nous attendent dans le hall, Martine.